Bonsoir Amiral Hervé Bléjean, merci infiniment d'être en direct avec nous depuis Bruxelles. Vous êtes le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, chef de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine, donc en première ligne, j'ai envie de dire, au nom de l'Union européenne, sur le soutien, sur la situation militaire. Merci d'être avec nous. Et d'abord, cette première phrase du président Macron, il y a 48 heures, qui a dit « La contre-offensive a bien démarré, avec soin et méthode ». Est-ce que vous êtes d'accord? Comment vous évaluez ce qui est en train de se passer? Bonsoir. Alors, je ne suis pas sûr de parler de contre-offensive. Moi, je dirais, les Ukrainiens sont passés à l'offensive. Ils ont pris l'initiative. Ils étaient depuis quelques semaines, non pas en ligne de défense, mais avec un certain nombre d'actions qui avaient pour objet aussi de fixer un maximum de forces russes à certains endroits, comme Bakhmut, qui était bien cet enjeu-là. Donc, depuis une semaine, maintenant, pratiquement, les Ukrainiens sont passés à l'offensive. Ils ont les initiatives. Ils ont beaucoup de forces entraînées par nous, collectivement, équipées par nous, disponibles pour ces actions. Et donc là, aujourd'hui, ils sont un peu, je pense, dans la phase où ils testent les endroits les plus adéquats pour opérer une poussée en leur faveur, qui les mettra dans une situation favorable d'ici quelques mois. Oui, c'est ça, d'ici quelques mois. Donc en fait, vous nous expliquez que ce sont les prémices, ce sont des opérations d'offensive où ils reprennent l'initiative. Néanmoins, déjà, on a vu un Poutine qui a affirmé que Kiev avait perdu 25 à 30% de l'équipement occidental, 160 chars, 360 blindés. Enfin, comment vous interprétez cette déclaration? Depuis toujours... Dans l'art de la guerre, vous avez des manœuvres de désinformation, des manœuvres de déception. Il n'y a rien de nouveau, si ce n'est qu'aujourd'hui on utilise des moyens modernes pour cela. Moi, ce que je peux vous dire, sans évidemment rentrer dans les détails, c'est que les déclarations de M. Poutine, qui n'appartiennent qu'à lui, sont largement exagérées. Maintenant, les combats sont féroces. De l'aveu même de nos amis ukrainiens. Donc des pertes, il y en aura des deux côtés, il y en a, et ça inclura du matériel fourni par les Occidentaux, y compris du matériel moderne. On ne leur a pas donné des chars Léopard pour qu'ils les mettent derrière une vitrine. On a un premier bilan comme ça qui peut, je dirais, équilibrer ce qu'a dit le président russe ou pas? Moi, je ne m'avancerai pas sur les chiffres, surtout que les Ukrainiens se refusent à juste titre à communiquer des bilans, y compris à leurs alliés les plus proches et avec ceux avec lesquels ils ont des discussions d'une franchise absolue et une grande transparence. Nos alliés américains, britanniques, aucun d'entre nous ne dispose d'une évaluation suffisamment précise pour s'avancer publiquement sur les pertes. Les combats sont violents. Mais l'Ukraine progresse. L'Ukraine progresse. Est-ce que vous diriez néanmoins que l'armée russe est plus compliquée, à tirer des leçons de ses échecs précédents, pose de nouvelles difficultés aux Ukrainiens? On a vu les mines, la guerre électronique, le brouillage des GPS par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un certain nombre de nouvelles difficultés de la part de l'armée russe? Alors je ne sais pas si c'est lié à leur retour d'expérience ou au fait d'avoir appris depuis un an, parce qu'au fond, ce à quoi ils font appel aujourd'hui est assez différent des techniques qu'ils ont voulu développer au premier jour de l'invasion, avec une mobilité, des attaques massives sur différents fronts. Là, ce qui est certain, et on s'y attendait, les Ukrainiens s'y attendaient, c'est qu'ils ont consolidé des lignes de défense, des systèmes de défense reposant à la fois sur des défenses mécaniques, sur des champs de mines absolument ahurissants, mais là aussi, c'est pas une nouveauté. Et puis sur une masse de combattants
dont l'objectif maintenant pour eux est de savoir exactement où les positionner de manière à pouvoir contrer le plus efficacement possible ce à quoi les Ukrainiens sont disposés dans leur initiative. Est-ce que vous diriez que ces offensives ukrainiennes qu'on voit sur 3 principaux fronts sont la meilleure méthode pour justement commencer à trouver la percée possible? Il y a eu des déceptions. On a entendu des experts dire on comprend pas très bien, c'est pas très fort, c'est pas très spectaculaire, c'est pas assez, c'est pas. Enfin, vous voyez les critiques qui commencent peut-être un petit peu à percer. Oui, moi je suis en accord, en phase avec ce qu'a dit le président de la République, c'est-à-dire que c'est organisé. Les Ukrainiens, ils ne sont pas en train de faire des choses au hasard actuellement. D'abord, ils ont, et là aussi, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais ils ont une tactique de fixation de forces russes en grand nombre, pas forcément aux endroits qui les intéressent. Et aujourd'hui, leur intérêt, c'est d'aller comprendre de façon détaillée quel est le système de défense russe et quelles sont ses vulnérabilités et donc quelles sont les géographies où un point d'application d'une percée, pour le coup engageant plus massivement des forces, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, serait la plus bénéfique pour eux. Pour revenir juste un mot sur les mines, est-ce que on a l'intention de livrer des dispositifs de déminage, des véhicules qui seraient conçus pour résister aux explosions, enfin pour justement contrer ce problème majeur que rencontrent les Ukrainiens aujourd'hui? Alors nous avons déjà démarré depuis longtemps sur plusieurs aspects la fourniture d'équipements liés au déminage, et notamment avec un accent, une priorité qui a été mise sur l'entraînement de ce qu'on appelle les sapeurs ou le génie militaire qui permet d'ouvrir en fait des brèches dans des endroits minés pour pouvoir ensuite permettre aux troupes d'avancer. Mais le déminage, en fait, les zones saturées de mines, de munitions explosées ou pas, de débris métalliques, elles existent depuis les premiers jours de l'offensive ukrainienne. J'ai eu l'occasion de me rendre dans la banlieue de Kiev, au nord, dans des zones où l'Union européenne était déjà engagée sur des opérations de déminage, et je peux témoigner à quel point ces zones sont saturées. Et ce sera le cas également dans toutes ces parties défensives que les Ukrainiens vont essayer d'enfoncer. Est-ce que la question que se posent aussi tous les observateurs, c'est sur la durée? Vous l'avez dit, ils progressent, les Ukrainiens. Ce sont des offensives, c'est une offensive, ils reprennent l'initiative, mais ça veut dire que ça peut durer des mois avant que tous les moyens soient mis en œuvre, humains et matériels. Est-ce que les moyens d'entretien, de logistique, de réparation, de tous les matériels qu'on a livrés seront disponibles, et est-ce qu'on est prêt à cet engagement sur la longueur pour accompagner la livraison des armes? Alors, pour revenir sur la première partie de votre question, donc effectivement, ça va durer. Cette offensive, quel qu'en soit le résultat, c'est pas la fin de la guerre. Donc, ils n'arriveront pas, avec cette offensive, à récupérer la totalité du territoire qu'ils souhaitent. Donc, il y aura derrière, sans doute, une partie de bilan, et puis ensuite, l'intention de relancer d'autres offensives, une seconde, une troisième, autant que nécessaire. Ce qui veut dire déjà que si nous continuons à apporter un soutien inconditionnel à l'Ukraine, et pour moi c'est ce qu'il faut faire, il faut que notre effort s'inscrive dans la durée, à la fois en fourniture d'équipement et en fourniture d'entraînement. Et donc l'équipement, il y aura notamment toute la partie production sur laquelle on pourra revenir. Donc aujourd'hui, c'est exactement ce que nous mettons en place, à la fois dans l'entraînement et dans l'organisation de centres de maintenance, c'est la capacité à remettre sur pied un certain nombre d'équipements qui ont été
abîmé, détruit mais réparable, ou simplement tellement surutilisé que toutes les règles de maintenance ont été un peu ignorées et que ça fait quelques dégâts derrière. Donc il faut inscrire et amener aussi nos amis ukrainiens à s'inscrire dans un cycle opérationnel d'engagement, de maintenance, de réengagement, etc. Donc c'est un effort que nous faisons aujourd'hui avec eux. Oui, parce qu'on a entendu le ministre de la Défense allemand hier dire on ne remplacera pas les Léopard 2 qui ont été éventuellement détruits. Puis finalement, ça a l'air d'être un peu moins catégorique que cela, mais il y a peut-être cette inquiétude de la part des Ukrainiens. Oui, nécessairement, il y a une inquiétude, mais je crois qu'on l'a vu depuis le début du conflit. À chaque fois qu'on s'est trouvé devant un obstacle de cette nature où on n'était pas certain de la position sur laquelle on allait se mettre, à chaque fois on l'a surmonté en dialoguant avec les Ukrainiens, en faisant preuve aussi d'imagination. Moi je vois en Ukraine la capacité d'utiliser l'industrie d'agriculture parce que finalement il y a des similarités entre les systèmes hydrauliques d'un canon et ceux d'un tracteur. Avec évidemment des limites à cette comparaison. Donc voilà, il y a des solutions qui se mettent en place. Les Ukrainiens ont appris à connaître nos réserves sur certains points et avec le sentiment que finalement elles ont toujours été levées à un moment où la situation l'exigeait. Donc voilà, je crois que tout ça passe par le dialogue et surtout éviter d'être effectivement trop catégorique ou engagé dans une rhétorique un peu irréversible. L'Union européenne a beaucoup avancé sur la production de munitions parce que c'était une des questions cruciales, évidemment, avec la consommation gigantesque de munitions sur ce théâtre de guerre. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous êtes content du plan de production, puis de livraison et de production pour chaque pays européen, et notamment en France, on sait que c'est aussi un des impératifs. En fait, la production aujourd'hui, elle s'organise suivant trois voies. La première voie, et on avait mis 1 milliard d'euros supplémentaires sur la table, c'est d'essayer d'inciter les États membres à continuer à gratter leur stock pour continuer à donner un maximum. Toutes les munitions possibles, qu'elles soient au standard OTAN, qu'elles soient au standard post-soviétique, mais tout ce qui pouvait être utile à l'Ukraine. Moi, je pense qu'on arrive aujourd'hui un petit peu aux limites de l'exercice, et donc les deux autres voies sont extrêmement importantes. La première, c'est aider les États membres à s'organiser en clients intéressants pour l'industrie, c'est-à-dire en faisant de l'acquisition en commun, que ce soit au travers de l'Agence européenne de défense ou au travers de nations cadres, et la France, l'Allemagne et demain sans doute la Suède se sont proposés pour être ce type de nation cadre. Et puis il y a une troisième voie qui est sous l'égide de la Commission, du commissaire Breton, qui consiste à voir comment on peut aider l'industrie à s'organiser pour répondre à cette demande, c'est-à-dire globalement à faire plus vite. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Les Américains sont exactement face aux mêmes difficultés et dans la même logique, et donc tout ça, voilà, ce sont des actions dont on va voir le résultat au bout de quelques mois. Est-ce qu'on a des garanties et est-ce qu'on n'a pas d'inquiétude de voir des armes européennes utilisées sur le territoire russe? On a vu un char américain. Est-ce qu'on est sûr que nos armes ne sont pas utilisées à Belgorod? Les armes qui sont utilisées par des milices russes pro-ukrainiennes sont pour la plupart des armes qui étaient présentes sur le territoire ukrainien bien avant le début du conflit. Donc ces combattants qui combattent plus contre la Russie, qu'aux côtés de l'Ukraine, qui ne sont pas officiellement soutenus par le pouvoir ukrainien, qui prend grand soin de ne pas pouvoir être mis en accusation d'agir sur le territoire russe. Il laisse faire évidemment ces milices ou ces bandes organisées
qui ont pu récupérer du matériel ici et là. Maintenant, quand vous voyez une photo d'un char américain de l'autre côté de la frontière, il faut toujours se demander comment cette photo a été fabriquée. Oui, vous pensez que c'était aussi de la propagande en réalité? Il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de photomontages, il y a beaucoup d'informations psychologiques, de guerres psychologiques, de désinformation. Donc moi, je suis toujours extrêmement prudent sur les attributions et sur ces images triomphantes de matériel détruit ou présent là où il ne devrait pas l'être. Un mot sur Shoigu, Gerasimov, c'est-à-dire les responsables de l'armée russe, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, vous les connaissez bon, ils ont été très attaqués par Prigojine depuis des semaines, des mois. Vous qui le connaissez, comment vous comprenez ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer en ce moment? Moi, je crois que il y a deux possibilités dans les diatribes de Prigojine, qui passe son temps à insulter l'armée régulière. Soit on est sur une espèce de mise en scène, avec de toute façon pour le moment Wagner qui reste utile parce que qui offre des forces combattantes aussi je dirais bizarres soit-elles. Donc il y a ce côté utile. Maintenant, moi je me dis que même si c'est une mise en scène, on voit bien depuis notamment les affaires de Bakhmout où le Kremlin a quand même essayé de doter l'attribution de la prise de Bakhmout par Wagner pour la remettre au crédit de l'armée régulière. Il y a de plus en plus de signaux qui montrent l'agacement, pour le moins, que peut avoir le régime vis-à-vis des agissements de Prigojine. Donc moi je me dis, à un moment, ça va se payer. Il va le payer. Et parce qu'aujourd'hui, quels que soient les services qu'il a rendus, le narratif officiel, il ne peut être que du côté des forces officielles. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, en fait, puisque je regarde aussi ce qui se passe en Afrique, c'est est-ce que Wagner est tellement lié à la personnalité de son chef que si son chef tombe, est-ce que l'ensemble de la construction Wagner tombe avec? Et si c'est le cas, ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle pour nous. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est sûr que nous, les Français, en l'occurrence, on serait plutôt contents, bien sûr. Vous avez vu cette image de Vladimir Poutine entouré des blogueurs militaires avec lesquels... Bon, il reconnaît que la Russie n'était pas tout à fait prête, que les buts de guerre ne sont pas si clairs, qu'ils peuvent évoluer. Comment vous l'avez perçu? Est-ce que c'est une opération de communication, bien sûr, mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est un chef de guerre qui est revenu sur le théâtre des opérations et qui peut être redoutable, ou qu'au contraire, il est fragile? Je pense qu'il reste fragile parce que, alors pour moi je le vois comme une entreprise de séduction où de temps en temps pouvoir paraître un peu plus humain, un peu plus conscient de ses défauts et des erreurs passées permet de se racheter une crédibilité, mais dont il n'a pas forcément besoin. Les derniers sondages, alors ils sont réalisés en Russie auprès de la population russe, lui donne une cote de popularité à plus de 82% et qui est en augmentation. Et d'ailleurs, le même sondage fait rentrer Prigojine aussi dans le top 10 des personnalités russes auxquelles la population russe souhaiterait voir jouer un rôle politique, avec seulement 4% d'intérêt. Mais donc, moi je pense que, en fait, depuis le départ, la planification initiale a été mal conduite et qu'aujourd'hui, ils savent pas où ils vont, mais ils peuvent pas s'arrêter. Donc aujourd'hui, l'objectif de guerre, il est flou. Il était initialement de prendre le contrôle entièrement de l'Ukraine. Ça n'a pas été possible. Donc
quel est le narratif qui permet à M. Poutine de ne pas perdre la face vis-à-vis de sa population et de dire tous ces centaines de milliers de morts et de blessés ont été utiles à la Grande Russie, je vois pas très bien sur quoi on peut vraiment atterrir pour consolider un tel narratif. Donc je pense qu'aujourd'hui, et on voit qu'il y a un certain nombre d'actions aussi, on peut parler de l'explosion du barrage, que moi j'impute personnellement au côté russe, on voit que ce sont des actions, non pas désespérées, mais qui leur font presque aussi mal que les gains attendus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'accent est vraiment mis sur la défense tactique et pas vraiment sur la stratégie de l'avenir. Oui, donc ils sont en défensive complète par rapport évidemment au point de départ. Mais du côté des alliés, de l'Union européenne, de l'OTAN, il y a un sommet le 12 juillet à Vilnius. On est prêt à aller jusqu'où ? Si la contre-offensive ou l'offensive, comme vous dites, la reprise d'initiative se révèle difficile, coûteuse en hommes, en matériel, et que la progression, même si vous nous avez dit ce soir, l'Ukraine progresse, mais si la progression est lente ou trop lente, est-ce que nous sommes prêts à aller plus loin en soutien? Est-ce que nous sommes prêts à mettre des hommes? Vous avez entendu l'ancien secrétaire général de l'OTAN, M. Rasmussen, qui est devenu proche de Volodymyr Zelensky, dire il faudra peut-être envoyer des troupes au sol. Moi, je crois que ça, c'est hors de question. Envoyer des troupes au sol en Ukraine, c'est être belligérant. C'est-à-dire, c'est être en guerre avec la Russie. Et personne ne le souhaite, ni l'OTAN, ni l'Union européenne. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Nous sommes en soutien d'un pays agressé par la Russie, ce qui est différent. Donc nous ne sommes pas belligérants et nous ne le serons pas. Après, le discours politique aujourd'hui, tel que je le vois, tel qu'il sera confirmé aussi demain, nous avons une réunion du groupe de contact de Rammstein sous direction américaine pour confirmer un peu toutes les actions de soutien, y compris en termes de délivrance d'équipements. Le narratif aujourd'hui, moi j'entends pas un seul ministre ou chef d'État tenir un discours différent, c'est nous soutiendrons l'Ukraine autant qu'il sera nécessaire. Donc même si c'est difficile, il faut s'organiser pour durer. Et pour moi, je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est pas une question d'argent. C'est une question à la fois de production des équipements et c'est une question de soutenabilité de l'effort, notamment en entraînement que nous faisons. Mais il faut parler en années, pas en mois. Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'inscrire dans une durée dont l'unité de comptage sera l'année. Oui. Alors justement, c'est la question de l'OTAN, du sommet de l'OTAN, puisque l'adhésion directe de l'Ukraine est exclue. Quelles garanties de sécurité vont être données? De quelle façon on se projette sur justement une sécurité durable pour l'Ukraine? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, qui connaissez bien la situation? Je crois qu'effectivement, c'est la question du moment. C'est quand on aura atteint un point où une paix sera possible, quelle que soit la définition de cette paix. Comment faisons-nous en sorte qu'avec une Ukraine qui sera pas dans l'OTAN, pas tout de suite, pas encore peut-être dans l'Union européenne, nous puissions mettre en place des garanties de sécurité qui permettent d'offrir la certitude que quelques années après l'établissement de cette paix, une nouvelle offensive ne redémarrera pas contre l'Ukraine de la part de la Russie. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Moi, honnêtement, j'ai pas de solution à ce stade. C'est vraiment un débat politique, mais l'Ukraine travaille aussi sur le sujet. Le cheminement de l'adhésion à l'Union européenne fait partie de cette équation de garantie. Quand j'étais à Kiev pour le sommet UE-Ukraine, sur 5 heures de sommet avec le président Zelensky, nous avons parlé peut-être pendant 1 heure de la situation militaire et pendant 4 heures de la feuille de route, des réformes, de la candidature à l'Union européenne, ce qui veut dire que pendant les travaux, la vente continue et que le gouvernement s'organise et les administrations s'organisent pour, en parallèle de la conduite de la guerre, pouvoir cheminer
vers cette feuille de route de l'adhésion à l'Union européenne qui et cette Europe qui a quand même une vision un peu différente entre les pays de la ligne de front quasiment, c'est-à-dire la Pologne ou les États baltes, et l'Allemagne ou la France ou d'autres pays. Elle va rester unie, alors que là, il y a une partie qui veut aller plus vite, accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, à l'OTAN, et une autre qui reste un peu circonspecte, même si elle est dans le soutien. Est-ce que vous êtes optimiste? Vous pensez que ça va tenir ou ça peut craquer? Moi, je pense que ce qui a changé au sein de l'Union européenne avec le conflit en Ukraine, c'est justement la démonstration de l'unité. Donc, moi, je pense qu'on ne peut politiquement pas, collectivement, ébrécher cette unité. Ce sera le centre de gravité des actions futures de l'Union européenne. Donc, moi, je pense que ça va tenir. Il y aura des modalités qui seront discutées. Il n'y a pas de voie rapide, de fast track pour l'adhésion à l'Union européenne. Et donc, le déroulement va se faire suivant les critères qui sont imposés pour ces adhésions. Est-ce que on essaiera d'aider davantage l'Ukraine pour qu'elle aille plus rapidement vers cette adhésion? Sans doute, mais je crois que ce n'est pas ce sujet-là qui va faire craquer l'adhésion de l'Union européenne, qui nous a donné une stature de puissance, peut-être que nous n'avions pas. C'est une image que nous n'avions pas forcément par le passé, et on ne peut pas se permettre de la perdre. Merci infiniment, Amiral Bléjean, d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct depuis Bruxelles. Donc, je le rappelle, responsable, chef d'état-major directeur général de l'état-major de l'Union européenne et chef de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Bruxelles.